Vous écoutez Fondation Signature, le podcast. Pour ce premier épisode, nous recevons une fabuleuse artiste, finaliste du prix Fabuleuse Signature 2024, Nour Hayadi. À 26 ans, la pianiste marocaine a conquis les plus grandes scènes internationales, apprivoisant tous les répertoires avec grâce et virtuosité. Son aisance et son authenticité sont le fruit d'une force de travail hors du commun et d'un engagement sincère envers son art, la musique. Bonjour Nour Hayadi. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir comme première invitée du podcast de la Fondation Signature. Alors, Nour, vous êtes née en 1999 à Casablanca. Vous avez grandi face à l'océan, aux côtés de parents mélomanes et d'une grande sœur qui étudiait le piano, un instrument qui va attirer votre attention. Quels souvenirs gardez-vous de vos premiers pas vers ce piano ? Je dirais que c'était un intérêt que j'ai porté assez naturellement. Comme vous avez dit, ma grande sœur m'a ouvert le chemin vers l'instrument. J'avais un piano à la maison et depuis que j'avais 3 ans, je m'installais sur le tabouret dès qu'elle terminait de jouer et je pianotais, j'essayais d'explorer les sons. J'en garde de merveilleux souvenirs. Je garde aussi de souvenirs particuliers avec la première rencontre avec ma première professeure de piano qui avait dit à mes parents que ce serait compliqué de commencer l'instrument parce que lorsque je lui ai joué le petit morceau que j'avais appris quand j'avais 3 ou 4 ans, mes pouces étaient hors du clavier et donc j'avais tous les doigts sauf les 2 pouces des 2 mains qui étaient hors du clavier, donc position extrêmement étrange qui a fait qu'elle s'est un petit peu inquiétée et a dit à mes parents que c'était peut-être pas la bonne décision de faire du piano et peut-être autre chose. Et finalement, ça reste une anecdote assez sympathique à raconter parce que finalement, c'est exactement l'instrument qui allait peut-être ne pas être ma vocation, qui est finalement ce que j'ai choisi comme profession. Mais alors, comment si jeune, on se dit non, je vais persévérer ? Alors, je sais pas si c'est ce que je me suis dit, mais en tout cas, j'ai été bien entourée. Et aujourd'hui, je m'en rends compte que ça a été central, c'est un pilier fondamental, je pense, pour la progression dans n'importe quel art, n'importe quelle vocation. Mes parents ont toujours été à mes côtés, dans la discrétion, un petit peu en coulisses, sans jamais me forcer à quoi que ce soit. Mais je sais aujourd'hui que c'était un petit peu cette force qui était derrière moi, qui me poussait à avancer, mais sans le montrer. Alors, quand vous étudiez le piano, quand vous commencez à faire 1, 2, 3 années, est-ce qu'il y a eu des œuvres qui vous ont donné envie de vous surpasser ou peut-être des interprètes qui vous ont particulièrement inspiré et poussé vers l'excellence ? Je me souviens avoir écouté des disques de Rubinstein qu'on avait à la maison sur Chopin. Ça a juste été vraiment très inspirant. Ça m'a pas forcément poussée vers une volonté d'excellence, mais plutôt une volonté de transmettre quelque chose, un message, une idée musicale, de m'exprimer à travers la musique. Et je me souviens avoir écouté beaucoup de Chopin et de Rubinstein. En ce qui concerne les concerts, j'allais beaucoup voir avec mes parents des concerts de l'orchestre au Maroc. Et je pense que chaque moment où j'allais à ces concerts-là, c'était très très fort pour moi et il y avait des choses qui se sont ancrées dans ma façon de voir la musique parce que je voyais juste l'ampleur et la grandeur de la musique que je voyais peut-être pas forcément avec un clavier à 88 touches, mais que je voyais avec tous ces instruments disposés dans l'espace et qui chacun avait une voix singulière et qui étaient tous guidés par un chef d'orchestre. Je pense que la formation d'orchestre m'a énormément apporté, inconsciemment évidemment, mais en tout cas m'a donné ce feu intérieur qui me donnait vraiment envie de m'exprimer à travers la musique. Un extrait de la 3e pièce issue du recueil Les soirées de Nazel de Francis Poulenc qu'a retrouvé sur votre album Nour Carnaval, édité par le label Scala Music. Alors je trouve que cet extrait vous correspond bien
Nour, car il y a chez vous, dans votre jeu en particulier, une légèreté. Alors, je ne dirais pas de la désinvolture, mais on ressent une liberté et une aisance qui viennent s'opposer, ou peut-être qui viennent nourrir, ce sera à vous de me le dire, votre rapport à l'effort, au travail, à la discipline, vous qui avez mené de front durant 5 années vos études au CNSM et à Sciences Po Paris. Eh bien, tout à fait. Je pense que, cette musique, de Poulenc et même Schumann qui correspond au programme du disque, est très liée à ma personnalité. C'est vrai, comme vous avez dit, que je suis quelqu'un de très discipliné. C'est Oui. peut-être pour ça, grâce à ça, que j'ai pu mener de front mes études à la fois musicales et à Sciences Po, à Paris. Hem, je pense que la passion, en tout cas en art, si elle ne se nourrit pas de travail, derrière, c'est assez compliqué d'aboutir aux résultats, auxquels on veut aboutir et pour moi, c'est vrai que tout ce feu que j'ai à l'intérieur de moi, j'essaie de le concrétiser par, des actions, qui sont tout à fait, réelles et rationnelles, dans le travail et c'est vrai que dans ma façon aussi d'aborder un répertoire, évidemment, il y a le fait de tout d'abord aimer et être attiré par ce répertoire, mais pour moi, c'est toute, une recherche labyrinthique où on essaye, on échoue, on va vers d'autres, horizons, on voit que ce n'est pas forcément la bonne solution d'interprétation et toute cette recherche de laboratoire presque, c'est presque scientifique dans un sens, ça me plaît énormément et donc évidemment, lorsqu'il y a de la passion, on voit plus vraiment le travail comme du travail, mais pour moi, c'est sûr que ça fait partie de mon identité. Je sais pas si je décrirais mon jeu comme léger. Peut-être je le décrirais plutôt comme spontané, comme, répondant à un élan, musical instinctif. Ça, c'est quelque chose qui me correspond, beaucoup. Je peut-être qu'il y a beaucoup de travail, de réflexion intellectuelle en amont, mais lorsque je joue sur scène, lorsque j'enregistre, lorsque je dois performer sur le moment, je privilégie énormément l'élan musical et donc le flux, le flow, le mouvement et donc peut-être dans ce mouvement, il y a cette impression, en effet, de légèreté ou en tout cas de pour moi, ce qui importe vraiment, c'est que le discours soit dans un flux, et vraiment avant de monter sur scène, on a beau avoir, ces 1001 notes dans notre esprit, j'essaie toujours de revenir à l'essentiel et finalement le corps de tout ça, c'est, quel est le message et donc le message, il passe par un mouvement et quelque chose que le public va aussi percevoir comme ce langage universel dont on parle tout le temps quand on parle de musique. C'est ce message simple et clair et transparent. Et votre jeu est très clair et très agréable à écouter. Alors, on va revenir sur l'année 2024, qui est une année assez importante, qui a marqué votre carrière. Il y a la sortie de votre second album, Carnaval, salué par la critique, votre nomination dans la catégorie Révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique classique. Et vous comptez également parmi les finalistes du prix Fabuleuse Signature, prix qui distingue une artiste ayant choisi la France pour accomplir sa vocation. Qu'est-ce qui vous a guidé vers la France? Vous auriez pu choisir des écoles prestigieuses aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs. Pourquoi la France? Alors je porte en moi cette, double culture, cette double identité qui est, celle de mon pays d'origine, le Maroc et la France. Mais l'arabe et le français sont mes 2 langues maternelles et je pense que ça en dit déjà long sur mon lien avec la France. Parce que j'ai toujours baigné dans un système français au Maroc depuis la toute petite section jusqu'à arriver en France et donc je suis née finalement dans cette culture franco-marocaine et je pense que la France, choisir la France, ça n'a jamais été un choix au sens strict. Pour moi, ça a été vraiment une évidence. Après mes études, je savais que j'allais aller dans un pays francophone et le fait d'avoir baigné dans ce système français m'a menée très, très, simplement et directement vers ce pays-là et puis ce qui a aussi aidé, c'est mon admission, évidemment au Conservatoire national de musique de Paris, à Sciences Po Paris. J'ai aussi été à l'École normale de musique de Paris, au Maroc qui a une section et donc il y a cette D'accord, liaison ça fait entre un les pont. 2. Ça fait un pont qui a déjà existé donc déjà dès que j'étais au Maroc et je pense que cette orientation, elle a été scellée par toutes ces institutions, les institutions que j'ai fréquentées depuis que je suis toute petite et donc c'était tout à fait normal pour moi de venir en France et même pour l'anecdote, ma première professeure de piano est française et donc j'ai vraiment baigné dans ce système-là et finalement la France c'est devenu mon lieu d'expression.
Alors pour revenir au prix Fabuleuse Signature, j'aimerais connaître vos motivations. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à participer à ce concours? La proposition de candidature, elle est venue par le Conservatoire national de Paris D'accord. et par, Émile Delorme, donc sa directrice, dont d'ailleurs je salue la bienveillance et la lucidité sur les profils atypiques et uniques comme le mien, parce qu'elle a pensé que ce prix me correspondait et je pense qu'elle avait raison. Et parce que ce profil donc qui est recherché, c'est celui d'une femme artiste, qui a choisi la France Oui. pour s'épanouir et c'est vraiment quelque chose qui me parlait intimement parce que ça correspondait, mais comme 2 gouttes d'eau à la raison pour laquelle je suis arrivée en France. Et donc j'ai présenté un projet autour de Rameau, qui est un compositeur que je considère, comme l'un des plus grands et des plus fascinants du répertoire, de musique pour clavier. Parce que pour moi, c'est une musique qui à la fois il y a une sorte de légèreté, mais il y a aussi une sorte d'architecture dans les petites pièces et donc ça fait comme des microcosmes qui finalement portent en elles toute une palette de couleurs dans ces pièces-là et donc j'ai présenté des œuvres qui correspondent à la fois à de la musique pour clavier, mais aussi des pièces lyriques, des pièces opératiques et voilà, c'est une sorte de kaléidoscope de ces petits mondes, sonores. Pour moi, ça a aussi été un prétexte, cette candidature, pour, formaliser aussi des idées musicales qui me tenaient à cœur, comme celle que j'ai pour ce projet Rameau et surtout, ça a été le début de très, très belles rencontres, notamment celle avec madame Natalia Smalto, l'équipe, du prix Fabuleuse Signature et aussi celle du festival où j'ai eu l'occasion de jouer il n'y a pas si longtemps. Alors justement, on va parler de votre expérience, depuis l'annonce de votre sélection comme finaliste jusqu'à la remise du prix et même au-delà, une fois votre diplôme en main. J'ai vraiment vécu cette, aventure comme une immense gratitude et un certain émerveillement parce qu'on a eu l'occasion de jouer notamment à l'Opéra de Paris pour, cette remise de prix et de diplôme et j'ai compris à ce moment-là que le prix, Fabuleuse Signature, ça allait au-delà d'un concours, au-delà d'une compétition. C'était avant tout un projet qui est artistique, humain et surtout, surtout collectif. J'ai senti que je faisais partie d'un projet collectif. Des projets comme celui de la Fondation Signature nous permettent de nous montrer que finalement toute forme d'art est quelque chose d'humain et qui se fait en groupe. Et donc le fait de voir toutes ces jeunes femmes donner tout pour leur art, ça m'a inspirée dans mon propre art et donc évidemment ça a ouvert des champs de créativité, sans limite. Alors vous parliez du collectif, justement toutes les finalistes, du prix Fabuleuse Signature intègrent le cercle Fabuleuse Signature. C'est un réseau de femmes, artistes au parcours très varié, vous le disiez, plasticiennes, sculptrices, compositrices, puisque c'est un prix, multidisciplinaire. Vous avez pu rencontrer donc tous ces talents lors d'une grande soirée, la soirée Résonance, qui s'est tenue au mois de mars 2023 à l'Opéra Comique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement fédérateur? Un petit peu comme à l'Opéra de Paris, ce que j'avais vu dans les yeux de toutes les artistes, c'était de l'émerveillement, qui était sincère par rapport au travail des autres et surtout par rapport à la diversité de nos approches. Je me souviens que cette soirée, c'était comme une grande œuvre d'art, une œuvre d'art collective. Chaque geste, chaque mouvement, chaque, son, chaque parole, finalement se correspondait, se connectait entre elles et formait cette, magnifique toile artistique que l'on a toutes partagée à ce moment-là et je me souviens, j'avais joué 2 œuvres, pour piano qui, je pense, ont beaucoup touché le public et les ont beaucoup touchés et juste après, il y avait des photos de reflets, d'eau par une photographe qui aussi, comme s'il répondait directement à la musique que je jouais. Donc je me souviens encore une fois que c'était un moment, un événement fédérateur et qui a aussi mis en avant le fait que les femmes artistes peuvent s'exprimer, ont tellement de choses à dire, tellement de douceur à apporter dans notre monde qui peut être vraiment brutal parfois et d'avoir cet espace, cette liberté, les yeux, les oreilles d'un public aussi, de ces femmes artistes pour, pouvoir, transmettre et partager ce qui nous anime et ce qui nous fait vibrer. Je trouve ça magnifique et ça a été vraiment, cette magie-là qui a opéré, cette soirée-là. Alors justement, vous, en tant que jeune femme appartenant à une génération qui peut désormais vivre de son art, l'exprimer librement, ressentez-vous l'envie ou peut-être le besoin de faire entendre la voix des femmes dans le monde artistique qui est le vôtre? Je pense que oui, parce que j'ai eu,
évidemment certaines prises de conscience au long de mon parcours, déjà liées à l'histoire, tout simplement l'histoire de la musique, le fait de voir que, je joue principalement des compositeurs et pas des compositrices Bien sûr, oui. et le fait de se poser juste la question de pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et de se rendre compte qu'en fait, lorsqu'il y a une censure, presque collective, complètement, acceptée par la société et qui est juste pas normale, ça m'a fait prendre conscience que, oui, la femme artiste a beaucoup de choses à dire et que moi aussi, mon rôle et ma mission aujourd'hui, c'est de faire parler mon art, mais aussi de partager celui de certaines autres femmes artistes qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et l'avantage de la musique classique, le piano, c'est que je peux le faire tout simplement à travers l'histoire du répertoire, à travers des œuvres qui existent et qui ne sont pas jouées dans le répertoire. Donc j'ai eu cette prise de conscience-là pendant ces dernières années et ça m'a aussi fait rendre compte que je dois être et je suis très, très, reconnaissante parce que j'ai pas senti moi une censure quelconque en tant que femme artiste. Au contraire, j'ai senti que j'ai eu cette liberté, que je l'ai toujours, que j'ai cet espace d'expression, que j'ai envie encore de développer, d'ouvrir parce que, on peut soi-même se mettre des contraintes ou se dire qu'on peut pas exprimer certaines choses. Mais, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des espaces pour ça, il y a des gens qui sont là pour ça et je pense que ma mission, c'est justement de prendre cette opportunité et d'aller au bout de ce chemin-là et aussi de permettre aussi peut-être aux nouvelles générations, aux jeunes femmes qui soient issues du Maroc ou même en France, de faire pareil. Vous êtes très attachée à la transmission, Oui, à la pédagogie également. oui, tout à Est-ce que fait. cela vous motive peut-être pour jouer justement des compositrices? Alors vous avez consacré une partie de votre album à Clara Schumann, mais peut-être que prochainement, vous allez sortir un nouveau projet qui sera peut-être autour des compositrices? Tout à fait, c'est quelque chose, auquel je pense, mais pas, même pas dans le sens où j'aimerais les rassembler et en faire un projet unique de compositrices, mais tout simplement de les considérer comme on considère Beethoven, Mozart, Bien sûr, Haydn, de les inclure tout oui. simplement parce qu'elles ont fait partie de l'histoire et que lorsque je veux jouer une nouvelle œuvre, pourquoi pas en fait aussi puiser dans cette richesse de répertoire que on n'a pas forcément l'habitude de nous transmettre, dans nos études. En tout cas, je n'en ai pas connu, pendant mes études, mais c'est aussi quelque chose que je commence à faire aussi, dans mes cours parce que je suis en formation de pédagogie et donc j'ai l'occasion de donner des cours. Tout simplement, lorsque je travaille sur une maquette pédagogique ou sur un programme d'œuvres, j'inclus tout simplement des œuvres qui valent aussi la peine d'être découvertes, d'être jouées, de compositrices. Pour moi, c'est un chemin qui doit être fait, qu'il faut presque un petit peu forcer parce que si je le fais pas de cette façon-là, ça restera toujours enfoui, ça restera caché et donc de petit à petit, ajouter une œuvre d'une compositrice qui a vécu à la même période qu'un autre compositeur qu'on aurait pu jouer. Pas forcément en faire un projet unique, mais en tout cas de les inclure comme, on pourrait le faire aujourd'hui. Sur un même pied d'égalité. Un même pied d'égalité, exactement. L'Allegro, extrait du Carnaval de Vienne de Robert Schumann par Nour Ayadi, à retrouver là encore sur l'album Carnaval. Nour, vous ne cachez pas votre amour pour la musique de Robert Schumann. Et justement, nous allons terminer cette interview avec un questionnaire léger qui n'en demeure pas moins sérieux pour vous connaître davantage. Quelle compositrice, tiens justement, quelle compositrice ou quel compositeur redécouvrez-vous à chaque écoute? Alors la compositrice, je dirais Mel Bonis. Le compositeur, Bach, en réalité. À chaque fois que je réécoute, je peux penser que c'est presque une autre œuvre tellement on peut découvrir des nouvelles voix, des nouvelles, mélodies qui se cachent dans le contrepoint donc oui. J'adhère tellement à ces deux choix. Parfait. Votre plaisir coupable à déguster?
une pâtisserie à la framboise et aux pétales de rose. Ce serait pas l'Ispahan par hasard? Je sais pas. Quel opéra conseillez-vous pour découvrir le répertoire? Ok, un bon così fan tutte. Où peut-on vous croiser lorsque vous êtes off? Car ça arrive parfois. Ça arrive. Le long des quais de Seine. Et enfin, je vous demanderai un mot, un seul mot pour conclure, celui qui vous rassure avant d'entrer sur scène. Amusement. Merci Nourayedi. Merci Julie. Vous venez d'écouter Fondation Signature, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le autour de vous. Retrouvez toute l'actualité de la Fondation Signature sur le site www.fondation-signature.org et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt.